Bonsoir. Excusez-moi. Alors moi, ce soir, je vais vous présenter GraphQL. Donc, ce dont vous avez besoin de savoir en fait pour comprendre GraphQL, qu'est-ce que c'est, dans quel but ça a été créé et comment l'utiliser dans une application front. Déjà, bon, je vais me présenter déjà. Donc, bonsoir encore une fois. Donc, je suis Anthony Griffon, donc je suis développeur à iAdvise. Bah voilà. Et du coup, avant de commencer, je vais tout d'abord, je vais prendre exemple sur le talk précédent et je vais demander qui connaît déjà juste le nom GraphQL? Qui connaît le principe derrière GraphQL? Qui l'utilise, on va dire, de façon active à son travail? Allez, une fois, 2 fois par semaine. Ok, bon, là ça c'est cool ça. Alors vous allez peut-être apprendre des trucs, mais bon, on va voir. Alors tout d'abord, ça vient d'où GraphQL? Avant de parler de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. GraphQL, ça a été créé par Facebook, comme par hasard. Ils ont aussi créé React. Du coup, ça a été créé, ils ont commencé à y penser en 2012, quand ils ont commencé à faire leur refonte de leur app mobile. Et ça a été open sourcé en 2015. L'un des cofondateurs un peu emblématiques, ça va être Lee Byron. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en ce moment, il fait des talks. Il en a fait au Full Stack Flex ou à ReactConf sur comment on programme aujourd'hui comme on programmait en 1999. Et Facebook, pourquoi ils ont fait GraphQL? En fait, GraphQL va se mettre à la place des API REST pour donner de l'information. Et plutôt que vous dire exactement comment ça marche tout de suite, on va essayer de se mettre dans le mode de pensée qu'ils ont eu en 2012 pour essayer de comprendre les problèmes que présentent les API REST dans nos applications et en quoi leur solution GraphQL permet de les résoudre. Donc tout d'abord, on va essayer de symboliser une application front, donc un scénario basique. On a une bibliothèque, on a un dev front et on a envie d'afficher une page où on aura une liste avec le titre d'un livre et son auteur. Jusque-là, rien de bien méchant. On regarde la petite documentation API qu'on a, un petit Swagger qui nous permet d'avoir pas mal d'infos. On voit que, avant ça, j'ai oublié, voilà le format des types de données qu'on aimerait avoir au final. Un auteur avec son nom, son prénom et le titre du livre. Du coup, on regarde notre petit Swagger, on voit qu'il y a une route qui s'appelle Books et qui permet de récupérer des livres. On exécute la requête et en fait, on voit que donc on a un ID. Donc on a un array avec un ID, des titres en français, anglais, un sommaire, un autre ID qui va concerner l'éditeur, des liens. On a plein d'informations. Et on se dit, c'est cool. Déjà, on a le titre du livre dans toutes les langues. Mais on n'a pas l'auteur. Donc on regarde un petit peu dans la documentation et on se dit, ouais, il y a en fait une autre source qui va être authors et qui va prendre un ID de book. Et cette route-là, elle va nous renvoyer un objet en fait avec les auteurs ID. Parce qu'il peut y avoir plusieurs auteurs dans un livre, c'est vrai. Ok, très bien. Mais du coup, on n'a toujours pas le nom et prénom. Et en fait, on remarque qu'il y a une route, encore une fois, où ça sera author, avec l'ID de l'auteur, qui nous permet de récupérer les informations personnelles de l'auteur. On fait, ok, cool, maintenant on a le nom et le prénom. Aussi d'autres informations qui concernent cette personne. Avec toutes ces informations, on peut normaliser tout ça, on les met dans une petite fonction, et ça nous sort le format qu'on avait désiré au début, c'est-à-dire le titre, le nom et le prénom. Mais attendez, il n'y a pas un petit problème? Il y a beaucoup d'opérations qu'on fait simplement pour avoir le titre, le nom et le prénom de l'auteur. On est obligé de faire 4 calls successifs juste pour un bouquin, utiliser ces données, les composer pour avoir un agrégat, un type agrégat qu'on va ensuite utiliser dans notre vue. Et là, on met le doigt sur un truc. Et on met le doigt en fait sur la structure des applications front. Comment les applications front en restent à son pensée et elles sont actuellement en ce moment, même il y a quelques années c'était comme ça. En général, on va avoir un système de vue. On va avoir par exemple du React, de l'Angular, d'autres librairies de vue, du Vue par exemple, tout simplement. Cette vue elle va être connectée à un état, à un state. Elle va afficher des informations d'un état. Et elle va également pouvoir permettre de faire transiter des informations utilisateurs, donc des inputs, des boutons, des actions utilisateurs via un pipe d'event. Ce pipe d'event va être connecté d'une certaine façon à des workflows, qu'on va appeler, ça va être des fonctions tout simplement, qui vont exécuter, qui vont aller chercher de la donnée, qui vont exécuter des opérations de normalisation, de dénormalisation, qui vont faire des trucs, et qui vont modifier le state, qui à son tour va permettre à la vue de se re-render. Voilà la structure d'une application front.
Et dans ces workflows, dans les fetch qu'on fait, très souvent, en fait, on va avoir une multitude de services qui vont exister, qui vont cohabiter ensemble et qu'on va requêter et qu'on va composer pour créer les types qu'on doit avoir à la fin. Donc c'est pas aberrant en général d'avoir dans le cas d'une application React Redux, d'avoir des middleware qui font un call, puis en fonction du résultat, en font un autre ou encore un autre. Composent, ont des résultats et ensuite on les affiche. Ok. Mais Facebook, ils se sont dit, bah ouais, mais nous on n'est pas une application standard de librairie. On n'a pas juste 5 endpoints qui se battent en duel. On est un réseau social et on en a beaucoup plus que ça. Et le fait de séparer ces endpoints était un problème. Mais c'était juste une partie d'un problème. Le problème principal de Facebook à ce moment-là, c'était les API REST. Au final, les API REST, elles nous obligent à faire beaucoup de choses dans notre scénario qu'on aimerait éviter de faire. On va essayer de récapituler les problèmes qu'on identifie. Tout d'abord, les endpoints. On a beaucoup d'endpoints. Les endpoints qu'on est obligé de requêter pour avoir notre information. Ça va se traduire en général dans le code avec différentes constantes, avec des endpoints qu'on va crafter en général à partir d'un endpoint basique. Donc on va avoir, là dans le cas de notre librairie, on va avoir les livres, les auteurs, le store, les machins, les trucs. Et pourquoi on a besoin de faire ça? En fait, c'est pas juste parce que la personne qui a développé l'API, elle est méchante. C'est parce que ces endpoints, ils traduisent des API très souvent qu'on appelle CRUD. C'est des API tout simplement qui tapent sur des bases de données. Et en fait, si on regarde nos 3 calls, ça pourrait représenter une base de données qu'on aurait, où on aurait une table avec les livres, où on aurait toutes les informations des livres, une table avec les auteurs, où on aurait les informations des auteurs. Mais comme on peut avoir plusieurs auteurs pour un même livre, on ne peut pas mettre un ID auteur. Et du coup, on fait une table relationnelle, comme on est en SQL, entre les auteurs et les livres. Et du coup, nos 3 calls successifs sont en fait une représentation des bases de données book, book auteur et authors. Et en fait, si on regarde la chose, on se dit qu'en front, on fait des requêtes SQL avec des API qu'on compose et qu'on recrée. Mais ça nous oblige à en fait copier quelque chose qui existe côté serveur. Ça va être la logique de composition de nos bases. C'est-à-dire que on va faire des fetch successifs et on va composer nos données telles que la base de données est actuelle et schématisée en fait. Les ID de book, enfin les ID des book auteurs est dans la table book, les ID des auteurs est dans la table auteur et se lient en fait grâce à la table book auteur. Bon, c'était pas clair, mais vous avez compris le principe. Et du coup, nos applications front, elles se complexifient simplement parce qu'on essaie de recopier cette composition. Et ça, c'est un problème quand on s'appelle Facebook et qu'on a une application du même nom. On a un autre problème, que vous avez peut-être vu, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on appelle de l'overfetching et de l'underfetching. C'est que simplement, par exemple, quand on a requêté en fait, notre API pour avoir toute la liste de livres, on a récupéré des ID, on a récupéré le titre en toutes les langues, bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas. On a récupéré le sommaire qu'on n'utilisera jamais, l'éditeur qu'on n'utilisera jamais, les liens qu'on n'utilise jamais. Par contre, il nous manque des informations et c'est pour ça qu'on refait des fetch successifs après. Donc là, on underfetch et on overfetch plein de données. Et ça, c'est un problème aussi parce que quand on est à Nantes et qu'on a beaucoup de réseaux, pourquoi pas? Quand on veut faire une application qui marche sur téléphone avec des réseaux qui ne sont pas forcément bons, du coup, ça nous embête de télécharger encore plus de données. On aimerait avoir juste la donnée dont on a besoin. Donc on a beaucoup de choses, mais tout n'est pas vraiment utile. Ensuite, le versionning. Donc là, je ne l'ai pas vraiment abordé dans mon scénario pour pas trop le complexifier, mais je pense qu'il y en a beaucoup de monde en ont fait ici, ou vous en ferez plus tard, malheureusement. Et le versionning, ça a l'air d'être une bonne idée, et souvent, c'est un enfer pour la personne qui le développe et pour la personne qui le consomme. On a besoin de documentation, on a besoin de maintenir pas mal de choses à jour et d'avoir un process un peu carré pour que ça se passe dans la bonne humeur et la bonne entente. Sinon, en général, ça part mal. Et enfin, quand on fait les différents calls API qu'on a fait, jamais, à aucun moment, en fait, on est sûr de ce que ça va nous renvoyer. C'est-à-dire que si jamais on a un champ en moins, OK, on fait avec. Même s'il y a de la documentation qui va expliquer ce qu'on peut avoir, la documentation est humaine et pas toujours présente. Donc le fait de ne pas connaître, ne pas avoir la garantie de notre retour, d'avoir aucun contrat en fait sur notre retour d'API, ça peut être un problème. Ça l'était notamment pour Facebook.
Donc là, on a vu tous ces problèmes. Et en fait, GraphQL, ça va être une solution qui va essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc tout d'abord, on va resymboliser donc une architecture microservice qui pourrait exister dans beaucoup de sociétés. On a des microservices, on a des endpoints, on pourrait avoir des gateways, des WAF, bref, plein d'autres choses entre les deux, mais le grand principe, c'est des endpoints sur des microservices. On va avoir un client ou une cliente qui va taper ces différents endpoints et qui connaît donc cette logique de composition en fait, des microservices pour reconstituer la donnée qu'elle veut. Donc on a ça. En fait, GraphQL, ça se met, pour la cliente, ça se met à la place des endpoints. C'est-à-dire que GraphQL va manger tous les endpoints en quelque sorte, il va savoir à chaque fois où est-ce qu'il faut récupérer la donnée, il va avoir connaissance de toute la donnée disponible à travers son application, donc il aura connaissance de toutes les données qu'il peut aller chercher dans les différents microservices. Et ensuite, quand la cliente va lui demander des informations, c'est lui qui va charger d'aller chercher les informations dans les différents microservices et de le donner. Du coup, on passe à du requêtage déclaratif, où on demande de l'information qu'on nous transmet. Donc GraphQL, ça se fait à base d'une requête POST, c'est pour ça que je l'ai écrit, mais on va voir après pourquoi. Ce qui est très important dans le GraphQL, donc ça veut dire, j'ai jamais dit exactement ce que ça veut dire Graph Query Language. Mais le graph, c'est pas le graphe des réseaux sociaux ou ce genre de choses, même si ça a été fait par Facebook. En fait, le graph, c'est un graphe applicatif, c'est un graphe de données. Ce graphe, on va essayer de représenter toutes les données qu'on a de disponibles sur ce graphe. Vous pouvez me dire, pourquoi on fait ça? En fait, ça, c'est nos données dans notre base SQL. L'intérêt des graphes, je vais vous l'expliquer qui va arriver. On peut assez facilement représenter une base de données de ce type-là en termes de graphes. C'est-à-dire qu'en gros, si on rajoute, là il faudrait que j'ai une colonne en plus avec la bibliothèque, en termes de graphes, voilà ce que ça donnerait, un peu simplifié. On aurait un objet bibliothèque, une entité bibliothèque, qui aurait un titre, une ID, qui va avoir une relation avec des livres. On aurait un autre objet livre, qui aurait un titre, un ID, et qui aurait plusieurs auteurs. Et donc on aurait des entités d'auteurs, encore une fois, qui auraient des prénoms, des ID, des noms, et des relations entre eux. Et donc, à partir de notre graphe qu'on a construit ici, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus dev-friendly, qui s'appelle le schema GraphQL. Et le schema GraphQL, voilà comment il se représente en fait. C'est tout simplement la représentation d'un graphe. On ne sait pas encore pourquoi le graphe c'est si important, mais on va le savoir bientôt. Donc pour reprendre, pareil, donc on reprend toutes les propriétés en fait, de nos différentes entités et on les écrit. Donc une bibliothèque, un ID, un titre, à des livres. Un livre, à des auteurs, un titre, et ainsi de suite. OK. Et en fait, ce graphe qu'on va avoir du coup côté serveur qui va représenter toute notre donnée, on va vouloir avoir des informations sur ce graphe. Du coup, on va faire des requêtes. Les requêtes, c'est encore un autre type GraphQL qui va s'écrire dans le schema. Et en fait, dans notre schema, on va avoir la définition de notre graphe, de la structure de notre graphe. On va avoir la définition des requêtes qu'on peut effectuer sur notre graphe. Par exemple, une requête toute simple où on va demander en fait un livre via son ID. Comment ça se traduit chez le client? La requête chez le client, en fait, elle s'écrirait comme ça. Query avec le nom de la query et ensuite les données qu'on veut récupérer de l'objet qui est retourné. Donc l'entité book, elle a un title, un ID, elle a des auteurs. Et au final, nous, on veut juste le titre et puis le prénom de tous les auteurs. Mais en fait, ce qu'on vient de demander, c'est un sous-graphe de notre graphe applicatif. Et là, on se demande encore, OK, mais c'est cool, mais pourquoi c'est si important que ça que ce soit des graphes? En fait, c'est ultra important parce que déjà, donc là, ah oui, j'ai oublié d'enlever les ID, mais il n'y a pas les ID, on a juste demandé un sous-graphe avec très peu de données dedans. Donc, on a pile la donnée qu'on a demandée, donc on n'a plus besoin de composer notre donnée côté front. En fait, on a juste besoin de déclarer ce dont on a besoin côté front et la donnée, elle arrive. Mais surtout, sachant que c'est un sous-graphe, si vous connaissez la théorie des graphes, mais si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas très grave, on va représenter notre graphe serveur, donc notre graphe applicatif où on va avoir toutes nos données par cette grosse patatoïde. Et en fait, chaque query qu'on va faire, ça va nous renvoyer des sous-graphes de ce graphe-là. Et la puissance de GraphQL, c'est que comme toutes les données sont structurées autour de graphes, si jamais on fait une query et on a déjà la réponse parce qu'on a déjà eu ce sous-graphe-là, c'est extrêmement facile, ça coûte très très peu cher
de mettre du cache, parce qu'on a déjà les infos. Du coup, simplement avec le type de données de retour, on a déjà gagné quelque chose de fou. C'est simplement un système pour cacher des données et éviter de redemander des données qu'on a déjà côté front. On a déjà l'info. Je vais vous présenter encore un autre type de GraphQL. Ça va être pour faire des... quand on veut... Bon, maintenant, tout notre graphe en fait, représente notre donnée. Donc on a toute une structure qui représente une donnée. À des moments, on veut l'update cette donnée. On veut pouvoir changer, par exemple, le titre de nos livres. Donc là, c'est ce qu'on va appeler des mutations. C'est ce qui va faire côté serveur, c'est ce qui va permettre des side effects ou de changer en fait l'état de notre graphe. Donc ça se compose un peu par avec une query. Donc je pense que vous comprendrez un peu le truc sans que j'aille l'expliquer. Et en fait, ça va nous permettre de faire de l'optimistic UI très simplement. C'est-à-dire que comme on sait qu'on va affecter une partie d'un graphe, en fait, on l'affecte localement. Du coup, notre vue elle change avant même de l'envoyer sur le serveur. On l'envoie sur le serveur, ça s'exécute, on a notre réponse si on a réussi ou pas, et on peut vite revenir en arrière. Et donc là, toujours grâce au graphe, on gagne des choses qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans nos applications front. Ça sera le cache, l'optimistic UI. On a encore un autre type, ça sera le dernier que je présenterai pour la spec. Bon, il reste plus beaucoup de choses à présenter dans cette spec après de toute façon. Ça sera le type de subscription où tout simplement, on a envie d'écouter des events, il y a quelque chose qui se passe côté serveur, et le serveur nous avertira qu'un livre a été ajouté par exemple. Et en fait, on se souscrit tout simplement à un type d'event. Si vous voulez aller plus loin sur l'aspect GraphQL, donc l'aspect GraphQL a été publié, donc la dernière en date, c'est celle de juin 2018 par du coup le GraphQL Foundation, je crois, hein, voilà, c'est ça, Foundation GraphQL sur GitHub. Donc elle est accessible et en gros, on a abordé les points les plus importants de GraphQL. Du coup, est-ce que ça règle tous nos problèmes qu'on avait identifiés initialement avec les API REST? En fait, donc, tout le problème de composition qu'on avait côté front, il est réglé au final, puisqu'on fait des demandes déclaratives. Tout le problème d'overfetching et underfetching, grâce au cache, il est réglé aussi, puisqu'on ne va jamais redemander de la donnée qu'on a déjà. Le versionning, en fait, le problème est un peu complexe. C'est-à-dire que si jamais on veut rajouter une ressource dans notre graphe de données, on peut la rajouter et ça n'impactera aucun client, en fait, puisque personne ne l'a demandé jamais. Donc il n'y a aucun souci à ajouter de nouvelles données. Si on en enlève, par contre, c'est là qu'on pourra faire du versionning, mais de schema. Et encore une fois, on pourrait faire encore autrement. Vu qu'on est un langage en fait, où on fait des queries, on fait des requêtes, on crée tout simplement une nouvelle query. Et on s'enlève l'épine du pied, le versionning. Alors, maintenant, une application front avec du GraphQL, comment ça se passe? Donc, je vous ai dit au début, une requête GraphQL, au final, c'est une requête POST. C'est une requête POST avec un body qui va contenir la définition de qu'est-ce qu'on veut faire. Soit on veut requêter, on fait une query, soit on veut changer des données, on fait une mutation, soit on veut se souscrire à un type d'event. Du coup, on va avoir plein de petites libs qui vont juste permettre de faire ça. Mais au final, ces petites libs vont être un peu un remplacement du REST par du GraphQL, en mode faire pareil que du REST, mais juste avec du GraphQL. Donc jusque-là, ce sera pour exécuter des petits trucs. Pourquoi pas, quand on a un petit peu de GraphQL dans son application, de partir dans cette direction. Maintenant, quand on s'oriente, comme l'a fait Facebook, en mode full GraphQL et on essaie d'oublier les API REST, là, c'est intéressant de prendre un client un peu plus, je vais qualifier de ça, de vénère. On va avoir deux clients très connus. Ça va être Apollo et Relay. Donc Relay a été fait par Facebook et Apollo a été fait par Apollo, le Meteor Development Group. Du coup, Apollo, c'est une entreprise qui est focus GraphQL à fond. Et Relay, ça vient de Facebook. Pas vraiment besoin de présenter Facebook. En gros, moi, dans ce talk, je vais vous présenter la façon d'intégrer du GraphQL avec Apollo. Parce que Relay est un peu plus complexe à prendre en main qu'Apollo. Il est beaucoup moins user-friendly parce qu'il a été créé par Facebook, pour Facebook. Du coup, eux, leur objectif, c'était clairement en fait, d'essayer de fetcher le moins de données possible. Donc vraiment de ne jamais refetcher de la donnée qui existe déjà côté front.
Du coup, ils ont beaucoup d'optimisation, mais cette optimisation, elle a un prix. C'est la prise en main qui n'est pas facile. C'est également moins flexible. Et c'est aussi limité au React et au React Native. Apollo, on pourra avoir du Apollo dans du Swift, on a du Apollo dans d'autres langages, je ne les ai pas tous en tête, mais il suffit de regarder. C'est facile d'utilisation, c'est très facile. Par contre, on n'a pas d'architecture définie, c'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est très flexible. Il y a juste quand on va vouloir faire des choses un peu avancées, quand on va vouloir traiter de petites parties qu'au final pas beaucoup de gens ont besoin de traiter, où là on va devoir apprendre comment ça marche derrière pour pouvoir le manipuler. Voilà, je vais vous présenter rapidement, non pas directement dans mon terminal, mais avec des bons vieux slides, comment on intègre Apollo dans une app React. Donc j'ai fait un petit yarn React App, TypeScript, pour avoir mon Create React App. Alors Apollo, tout simplement, on l'installe, c'est un Yarnad, Apollo Boost, GraphQL et un autre truc. Et en gros, c'est un client qu'on lit directement avec notre endpoint GraphQL qui est unique. Et après, on a une petite flopée d'options qu'on peut rajouter. J'ai rajouté un petit on-error qui vont affecter de la même manière que les HTTP clients côté front. Même genre de principe en général. À chaque request, ils peuvent effectuer une fonction, et ainsi de suite. Donc voilà, là on vient d'ajouter notre client Apollo. Il nous suffit juste de le provider à tout notre état React et il va être accessible de partout. Et maintenant, avec Apollo, on peut faire ce qu'on appelle des composants orientés GraphQL. En fait, on va carrément écrire notre query, donc dans du code, du code JavaScript, et on va utiliser cette query avec une hooks en React qui va nous renvoyer. Donc là, on a plusieurs propriétés, on a notamment loading, error et data, qui vont traduire les 3 états de notre donnée, c'est-à-dire le chargement en erreur et le chargement réussi. Et en fonction de ça, on pourra afficher ou non nos différents états. La puissance de cette façon en fait, de gérer notre donnée, c'est que contrairement aux apps React Redux où quand on veut fetcher une donnée, on est obligé de faire un événement en général qui part du store et de la sauvegarder quelque part, ici, on peut tout condenser en fait au niveau du composant, mais notre composant a pile la donnée qu'il lui faut, qui est axée sur le schema GraphQL. Donc théoriquement, à part s'il y a une breaking, le schema ne va jamais enlever des données. Donc super pratique pour faire des composants liés à GraphQL. Après, on a une habitude, en général, quand on fait du front, c'est de faire des composants un peu idiots. C'est-à-dire des composants qu'on va pouvoir tester facilement, qu'on va pouvoir afficher dans un storybook, sur lesquels on va pouvoir faire des tests visuels, des story shots, qu'on va pouvoir runner Loki, faire des petits tests, et les afficher dans un storybook. Et en général, après, quand on utilise Redux, par exemple, on fait un container, et puis on link nos data avec notre composant pour ensuite afficher et le connecter à notre application. Ici, en fait, on pourrait faire la même chose. Là, j'ai juste choisi de ne pas le faire, mais on pourrait totalement faire un container qui serait un HOC de notre composant et un composant visuel basique que je conseille à faire pour tester visuellement les composants. C'est quand même assez sympa. Et ce n'est pas forcément la chose qu'on veut tester, la connexion GraphQL. Ensuite, j'ai souvent parlé de cache en fait, avec les graphes parce que c'est vraiment grâce à cette structure qu'on les a. En fait, le cache côté Apollo, vu qu'il garde son état, donc son graphe partiel, il le garde à l'intérieur de sa librairie, vous n'avez même pas besoin vraiment de le gérer, en fait, on peut lui donner un cache tout simplement et manipuler ce cache si on en a envie. Donc l'ajout d'un cache en Apollo se fait en 2 lignes, clairement. Je crois même que maintenant c'est présent de base. Et avec ça, du coup, on ne va jamais refetcher de la donnée qu'on a déjà. On n'a même pas besoin de se poser la question si elle est déjà présente, on ne le fera jamais. Sauf si on spécifie clairement qu'on a une ressource ici où on veut fetcher la donnée à chaque fois qu'elle va être affichée ou sur X intervalle. Également, avec Apollo, en fait, et également Relay, ça s'appliquait aussi pour Relay, le système de cache, c'est juste des systèmes qui sont un petit peu différents. La pagination vient gratuitement. C'est-à-dire que si jamais votre bac suit des RFC de pagination, doit y en avoir 2 ou 3, je crois, qui sont supportés, c'est-à-dire avec les pages, avec les curseurs et la façon à la relay,
Que ce soit n'importe quelle de ces 3 méthodes, en fait, vous avez la pagination. Clairement, ça vous coûte une propriété, c'est le fetch-more. C'est quand vous utilisez votre query, le fetch-more est disponible, c'est une fonction, et quand vous l'appelez, il va simplement fetcher la prochaine page, ou jusqu'au prochain curseur. Et donc une pagination qui peut être assez complexe côté front se fait en 2 minutes. Rentable. Là, je vais vous parler d'introspection. Il y a un des problèmes qu'on n'avait pas relevé, c'est en fait le retour des API REST où on n'était jamais vraiment sûr de ce qu'on avait. En fait, comme il y a un schema GraphQL qui définit tout notre graphe de dépendance, enfin tout notre graphe applicatif, excusez-moi, ainsi que nos queries, nos mutations et nos subscriptions, notre query, on sait déjà ce qu'elle va retourner, ce qu'elle est censée retourner. Donc du coup, quand on utilise des langages typés, on peut tout simplement, juste à partir de la requête, générer le code qui va permettre de l'exécuter, générer les types d'entrée, les types de retour, et quand on utilise du TypeScript, c'est tout simplement génial. C'est ce qu'on utilise nous dans notre boîte, et je vous le conseille très fortement si jamais vous vous mettez au GraphQL, de typer vos résultats, vous avez beaucoup moins de surprises. Et enfin, j'ai beaucoup parlé de Apollo, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au final, on pourrait se dire que c'est beaucoup de gestion au final d'effets asynchrones, c'est-à-dire des fetch. Mais à la base, nos librairies de state management, telles que Redux, c'est ce qu'elles faisaient déjà pour des API REST. Donc, qu'en est-il de Redux dans tout ça? Si on résume dans une application front le rôle de Redux, ou il y en a d'autres, ça va être Mobix ou encore d'autres applications de state management, en fait, c'est de connecter c'est de faire des workflows, de les connecter à un state, donc d'avoir nos services dans nos workflows, et enfin d'avoir un système d'events pour pouvoir communiquer avec nos vues. Et ce système-là, si on y pense bien, on pourrait se demander s'il est vraiment utile maintenant. Parce que dans Redux, voilà comment on gère un effet asynchrone. Voilà comment on gère un fetch simple. Alors la slide n'est pas folle, hein, j'avoue, mais bon. On a notre vue qui va émettre un event qui va être par exemple fetch requested ou quelque chose dans le genre, qui va arriver dans notre réduceur, et le réduceur va tout simplement setter un état de notre state, et il va mettre, OK, cette ressource-là, elle est en chargement. Dans notre vue, ça nous permet d'afficher un petit loader, hop, le petit loader de chargement. Dans un middleware qui a été défini, ou bien une saga, on attrape ce petit event de fetch request, on déclenche le fetch, et au résultat du fetch, on va envoyer par le réduceur, et non pas directement dans le state, par le réduceur, on va envoyer soit le succès, soit l'erreur. S'il y a un succès, on set le loading à false, excusez-moi. S'il y a une erreur, pareil, on va juste afficher soit l'erreur, soit les données dans le store. Et comme ça, notre vue elle va pouvoir gérer l'affichage de l'erreur, l'affichage du succès ou l'affichage du loading. Mais en fait, tout ça, on n'en a plus besoin non plus, puisque on n'a pas besoin de faire de composition ni d'agrégation puisqu'on est avec du GraphQL. Donc au final, Redux perd beaucoup de son utilité pour les effets asynchrones comme ça. En fait, on aura de l'utilité, ça n'aura d'utilité en fait que pour des calls API ou à un state interne. Et au final, on aura tout le state qu'on va pouvoir considérer le remote state qui pourra être géré par Apollo et son graphe interne applicatif. C'est la décision qu'ils ont pris Facebook dans leur nouvelle interface. Par exemple, ils n'en font plus aucun local state. Ils n'ont qu'un remote state, donc ce ne sera pas Apollo, mais ce sera Relay. Et toutes les données qu'ils ont dans ce state-là, ce sont donc un graphe partiel du graphe applicatif disponible sur les serveurs GraphQL de Facebook. Sachant qu'il est possible également d'avoir un state local avec Apollo, il suffit simplement de, en quelque sorte, créer un graphe local qui n'est pas donné par le serveur, mais localement, juste dans le cache. Donc c'est possible si on veut le faire. Et sinon, les cas simples en fait, qui restent de state à gérer, ça sera des local states qu'on pourrait gérer avec le contexte React, avec du Redux si on a besoin, et comme on a en général beaucoup de tooling à partir de ça, ou d'autres librairies state management. Mais on peut clairement se poser la question dans les nouvelles applications, est-ce que c'est vraiment utile maintenant d'avoir un local state dans notre application? Il y a beaucoup d'applications qui n'ont plus vraiment besoin d'avoir un state local à la Redux et qui pourraient tout automatiser avec des queries GraphQL dans des composants et dans des vues. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si on doit retenir une seule chose, deux choses.
c'est GraphQL, ça sert à simplifier les applications front. Ça les simplifie énormément. Ça ne sert pas qu'à ça, bien sûr, mais en vrai, l'usage, il est de là. Et en fait, donc la question se pose dans les apps existantes, qui, nous, par exemple, la question se pose aussi, où on a du Redux et on ne va pas forcément tout changer, refacto et tout. Mais par contre, dans les nouvelles apps, on n'a pas forcément besoin de Redux, de Sunk, de Saga, de middleware. Et à des moments, il faut juste des choses assez simples. On a une vue, on a des données, on veut afficher des données dans des vues. On n'a pas besoin de faire toutes ces logiques qui sont côté serveur, côté base de données. Et nous, on récupère des données, on les affiche. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. C'est quoi la complexité côté serveur de mettre en place du GraphQL ? Alors, en fait, en gros, ça va être un nouveau serveur qui va avoir connaissance donc via Apollo, ils appellent ça des resolvers en fait. Il va savoir quel serveur taper. Et en fait, on va simplement définir le schéma. Et en gros, quand on va dire, quand il y a cette ressource qui doit être tapée, ça sera ce serveur-là qui va être tapé. Après, moi, je ne suis pas personnellement un expert dans le domaine back. Par contre, j'ai des compères ici qui le sont. Si jamais tu veux plus d'informations sur ça, on pourra en parler. Nous, je sais qu'à iAdvice, par exemple, je vais te parler d'un projet là, sur lequel je suis. En fait, en gros, on a un GraphQL commun. Et en fait, on a des schémas qui vont être réservés par des équipes. Et donc, moi, je suis dans l'équipe des stats. Et en fait, donc le schema, il est à nous. Et en gros, on résolve nos données sur une API REST qu'on a. Et en fait, à chaque fois, on lit nos données. Donc, quand on fait une query, en fait, ça va récupérer via du gRPC ou du REST des données sur notre API interne. Par contre, le client, on tape toujours via GraphQL quand on veut des données. Et surtout, on dit exactement ce qu'on veut. Et on ne se préoccupe pas de savoir comment il va les chercher. On ne fait pas de composition. On dit juste, on veut ça. Donne-nous ça. On affiche ça. Est-ce que j'ai répondu à tes questions ? Niveau mock des données, ça se passe comment quand on est en dev et qu'on ne veut pas taper directement sur les mots ? Comme je t'ai dit, tu as l'introspection. Du coup, tu as le type des données que tu es censé avoir. Du coup, tu as des composants qui sont axés sur les données que tu es censé recevoir. Donc, tu fais tes tests avec un mock de tes données. Si jamais tu as ton typage, tu sais si tu dois avoir, par exemple, dans le cas des livres, par exemple, on avait l'ID, le titre et les auteurs. Supposons que le titre et les auteurs sont en optionnel et que toi, tu en as absolument besoin, tu mets des cas en fait, où si jamais GraphQL ne renvoie pas de titre ou ne renvoie pas d'auteur, tu gères tes cas d'erreur. Et c'est toi en fait qui choisis en fonction du type de réponse que ta query doit avoir. C'est assez simple de charger dans Apollo. En fait, c'est même pas dans Apollo que tu dois le faire. C'est même pas dans Apollo que tu vas tester ça. C'est ton composant. Tu sais quelles données il doit recevoir, puisque tu le connectes juste à Apollo, comme à l'image d'un store. Du coup, tu ne testes pas ta connexion, tu vas juste tester en fait ton composant, les données d'entrée, et tu vas vérifier. Tu fais en gros, tu peux faire même du fast checking si tu as envie. Et en mode, tu as ton type en fait d'entrée, et tu vas essayer avec toutes les valeurs possibles. Et là, tu as un test complet de ton composant, parce que GraphQL ne t'enverra qu'un objet de ce type-là. Même vu qu'on connaît le schéma GraphQL et qu'on a la définition des types, on est même effectivement avec des librairies comme FastCheck capables de générer automatiquement des tests. Voilà. L'idée, c'est là, le nom, c'est censé être une string. Là, les auteurs, c'est un tableau peut-être de 1 à 100 auteurs. Et puis, il va générer des payloads d'entrée, par exemple une centaine. Et vous allez voir si votre composant il pète ou pas, ou s'il répond à certaines assertions. L'idée de fast-checking, ça venait de lui, c'est pour ça que je te l'ai dit. Est-ce que quelqu'un d'autre ? Yes. Alors, on commence en fait. On ne va pas tout faire d'un coup, en fait, on le fait par étapes. Mais ouais, on est en train, ouais. Et je crois même, en fait, même le mobile, en fait, ils font ça en Swift, ils ont l'Apollo Swift. Et pareil, ils font de la génération des types directement avec les requêtes. Et ils doivent pas tout avoir en GraphQL, mais ils en ont, je crois, une bonne partie. Il doit leur rester quelques trucs REST, mais pas énormément. Et c'est clairement la direction dans laquelle on prend, dans laquelle on va. Ça se passe très très bien. Plus d'autres questions ? Yes. Vas-y Loïc. Tu peux taper 250 services potentiellement plein de fois. Est-ce qu'il y a moyen de limiter un peu le nombre de services ou la profondeur du graphe que tu explores d'un point de vue sécurité ? Alors, on ne prend pas
Bien sûr. Alors ça va plus être un taf côté bac, donc je vais avoir un peu de mal à te répondre. Par contre, toi, tu devrais pouvoir, hein, c'est ton boulot, je te rappelle. Non, par contre, en vrai, c'est un taf côté bac, mais après, la définition du schéma, en fait, c'est vraiment le truc le plus important quand on utilise GraphQL. C'est vraiment, il faut concentrer ses efforts pour avoir un schéma qui est bon. Parce que c'est quelque chose, c'est ça qu'on maintient, en fait, c'est le schéma. Le schéma définit de données. Limite, on peut péter des services en mode changer des routes complètement les ressources qu'elle donne. Là, c'est vraiment le schéma qu'il faut maintenir. Donc après, doit y avoir des moyens, doit y avoir des systèmes. Hein, je t'avoue que je ne les connais pas. Tu mets des coûts sur Oui, doit y avoir. requête et en tant que dev avec ton API key, tu peux avoir que tel coût max. Mais ça, par exemple, ouais. C'est sûr que Ça serait la gateway qui répondrait, tu vois. Il y a un chercheur qui a fait une spécification formelle du langage GraphQL et qui, à partir de ça, fourni, il y a 2 ans qu'il a fait ça, et il a fourni des algos justement pour les providers cloud GraphQL qui leur permet justement de vous dire directement, en recevant la requête et sans l'exécuter, le coût qu'elle aura. Et du coup, si vous dépassez certains plans, ça peut vous permettre de vous dire non, je refuse d'exécuter cette requête, elle est trop chère. Après, Par exemple, il y a beaucoup de récursion. si vous êtes, si vous voulez savoir, après, comme c'est des graphes, tout ce qui vient de la théorie des graphes en mathématiques va bien y répondre dans ce genre de cas. Donc, on peut utiliser beaucoup d'algos qui viennent de la théorie des graphes. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné envie d'utiliser GraphQL.